Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis Christelle Chalonneux, la directrice du campus dans lequel vous êtes ce soir, donc campus UDM à Laval. Et on a la chance de parler alimentation durable ce soir, et développement durable, entre autres. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos conférenciers, j'aimerais vous présenter deux entrepreneurs qui se présenteront mieux que moi, qui ont eu des idées précurseurs quelque part et qui ont lancé des solutions pour répondre aux enjeux de développement durable. Donc, je vous présente Jean-Philippe Bisson et Mathieu, de deux sociétés différentes, qui vont vous parler un petit peu de leur projet fou. Qui commence? Mathieu? Avec le micro? Comme tu veux. Ouais. Parfait. Bonsoir, ça va bien? Super, je me présente, je m'appelle Mathieu Laviolette, pour ça, si vous voulez savoir mon nom de famille. Je suis cofondateur de la start-up qui s'appelle NovaGrow. Avant de vous parler un peu de ce qu'on fait, on est ici ce soir pour jaser alimentation durable. L'alimentation durable, en général, c'est s'assurer que ce qu'on consomme tous les jours, en fait, ça provient justement d'une source qui est, sur le plan économique et social, responsable. Et de notre côté, en fait, NovaGrow, ce qu'on fait, juste pour vous dire, on fait des jardins d'intérieur automatiques qui vous permettent de cultiver toute l'année plus d'une vingtaine de végétaux frais à la maison. Et par végétaux frais, je tiens à dire que nous faisons pousser des pousses, ou appelés aussi micro-pousses. Est-ce que vous connaissez le concept de pousses et de micro-pousses en général? Right? Levez la main pour le fun. Je suis vraiment curieux de savoir. Je fais une étude en ce moment. Fait qu'il y a quand même une certaine partie qui ne connaissent pas un peu c'est quoi les pousses. Fait que laissez-moi vous dire c'est quoi les pousses. Une micro-pousse, c'est le stade de croissance rapide d'un légume ou d'une herbe mature. Prenons par exemple le tournesol, la fleur comme on la connaît, la belle fleur. Bien, avant qu'elle devienne cette grande fleur qu'on peut mettre un peu partout dans la maison ou juste sentir ou offrir à quelqu'un, elle pousse comme n'importe quelle herbe et après 10 à 12 jours, elle va avoir le statut de micro-pousse qu'on va pouvoir justement utiliser dans nos repas ou pour justement saupoudrer une soupe ou une salade, par exemple. Et à ce stade-là, après 10 à 12 jours, qui est prêt pour consommation, elle contient beaucoup de nutriments et minéraux qui est super bon pour votre corps. Là, je vous parle du tournesol. Il y en a plus d'une trentaine. Chez NovaGrow, on offre plus d'une trentaine qui passent par le radis, le tournesol, la coriandre, la roquette, entre autres. Alors, juste pour être sûr, on ne fait pas pousser de la firsable comme on la connaît à l'épicerie, comme la coriandre qu'on achète et malheureusement qui pourrit 2 jours plus tard et qu'on en a utilisé le 8e, par exemple. On s'assure à travers un petit jardin, comptoir, que vous puissiez à l'année longue cultiver plus d'une trentaine de pousses à la maison. C'est super simple. Vous allez pouvoir accompagner vos repas. Vous allez pouvoir justement mettre ça dans vos salades et finalement être en santé. Quoi que de meilleur que de pousser sa propre nourriture, de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Les semences sont entièrement biologiques et on a la satisfaction aussi de faire pousser chez soi. Même si vous n'avez pas le pouce vert, c'est tout le temps l'argument qui revient, même pas besoin de l'avoir, la machine fait tout pour vous. OK? Je vous invite à venir nous voir, juste après, je pense, les introductions, au petit kiosque. Vous allez pouvoir échanger avec moi pour que je puisse vous apprendre un peu plus sur les micro-pousses en général. Vous allez même avoir la chance de goûter. Et ce soir, en fait, on a une invitée très spéciale qui est la coriandre en pousses. C'est une des meilleures pousses qu'on peut goûter, en fait, très goûteuse. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les pousses, à ce stade-là, non seulement sont des bombes de nutriments, bons pour le corps, mais sur le goût, sur le côté goût, ça va vraiment émoustiller toutes vos papilles que vous avez pour justement booster, si on veut, pardonnez mon mot, votre alimentation et vos plats que vous buvez à la maison. Est-ce que vous avez des questions? Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de vous parler au petit kiosque qui est sorti lors de la pause. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jean-Philippe Bisson. Moi, je suis un des fondateurs, des cofondateurs en fait de Melio.
Donc, premièrement, je voulais dire que je trouve ça vraiment super ce soir qu'on soit réunis ici pour parler d'alimentation durable parce que c'est un sujet qui est vraiment rendu d'actualité et qui est très important, évidemment, pour moi, là, comme pour Mathieu, j'imagine. Donc, en fait, une chose que je veux parler, c'est en termes avec le développement durable. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'alimentation ces temps-ci? Bien, déjà, en termes de développement durable, tu sais, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça aujourd'hui, mais le mode de vie qu'on a en Amérique du Nord, donc pour le Canadien moyen, on a un mode de vie qui consomme beaucoup trop de ressources, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher jusqu'à environ 5 planètes Terre pour... si l'ensemble des gens sur la planète vivaient comme les Canadiens, ben, on aurait besoin de 5 planètes Terre pour subvenir à tous nos besoins. Puis plus particulièrement là-dedans, l'alimentation, c'est un sujet qui est au cœur de ce débat-là parce que c'est un des domaines, en fait, qui cause le plus de gaz à effet de serre. Donc, Mélio, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'entreprise que j'ai partie avec mon partenaire Gabriel, puis on a eu l'idée pendant qu'on étudiait à Polytechnique Montréal. Donc, en ce moment, je suis en alimentation, sauf que mon background, c'est génie géologique, puis le background de mon partenaire, c'est génie aérospatial. Fait qu'on a fait un petit saut de nos domaines pour une raison assez précise, c'est qu'en fait, pendant qu'on faisait notre bac, on a fait l'orientation qui était en développement durable. Puis c'est à ce moment-là, justement, que, évidemment, on connaissait déjà la situation, mais à force d'être encore plus sensibilisé, on a vraiment voulu rentrer dans le sujet. Donc, au début, on a eu beaucoup d'idées pour changer le monde à notre façon. On voulait faire des laveuses qui ne pèteraient jamais. On voulait faire un espèce de nouveau Kijiji communautaire. Puis finalement, en fait, on est tombé sur un rapport de l'ONU qui parle de l'impact environnemental des grillons ou des insectes en général. Donc, quand on est tombé là-dessus, on s'est dit, pourquoi on n'en mange pas plus? Ce que ça parlait, en gros, c'est justement comme quoi ça a un impact qui est beaucoup plus faible, sauf que ça critiquait un petit peu l'Amérique du Nord / l'Europe parce que c'est des endroits où est-ce qu'on ne mange pas beaucoup d'insectes. Donc, nous, on est venu à la conclusion qu'il fallait trouver une façon d'incorporer cet aliment-là. On s'est dit, plus il y a de gens qui font une transition justement vers cette alimentation-là durable, mieux c'est pour l'environnement. Sauf que comment on fait pour que les gens en Amérique du Nord mangent des grillons, les gens au Québec mangent des insectes? Donc, en fait, la solution qu'on a trouvée à ce moment-là, c'est de faire des pâtes alimentaires. Fait que Mélio, en fait, on est la première entreprise à avoir fait des pâtes alimentaires qui incorporent de la farine de grillon. Puis l'idée, en fait, c'est que c'est une alternative à la viande, dans le sens que, à place de vous faire, par exemple, un spaghetti à la viande, bien, vous pouvez faire un spaghetti aux pâtes Mélio qui ont toutes les protéines dans la pâte. Fait que c'est 25 grammes de protéines par portion. Puis, vous n'avez pas obligé de vous soucier justement de rajouter de la viande ou n'importe quelle autre source de protéines, puisque c'est déjà dans la pâte. Donc, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est une belle façon de franchir une barrière culturelle. Tu sais, on parle souvent de résistance au changement quand on parle de développement durable parce que justement, tout le monde aime leurs habitudes, sauf qu'aujourd'hui, en 2020, on commence à réaliser qu'on a beaucoup d'habitudes qui doivent sauter. Tu sais. Donc, de le mettre dans une pâte, c'est quelque chose qui rend ça plus accessible vu que ce n'est pas directement en vue. C'est pas, les gens ne le voient pas directement. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est déjà plus normal comme idée là, quand je vous parle de manger des insectes, là, mais quand on a commencé, nous, c'était en 2015-2016, c'était quelque chose qu'on parlait déjà beaucoup moins puis qu'on avait peur d'avoir l'air fou de la part de notre entourage. Donc, déjà, ça fait plaisir de voir justement les réactions qui changent par rapport à ça avec le temps. Puis, c'est quelque chose qui s'en vient en fait de plus en plus comme les sushis. Donc, c'est souvent le meilleur exemple pour parler de changement de perception par rapport à l'alimentation parce que les sushis, si on remonte il y a une vingtaine d'années environ, c'est quelque chose qui était pratiquement pas mangé. Puis, les gens éprouvaient vraiment un dégoût super fort, en fait, envers le poisson cru puis envers les algues. Donc, aujourd'hui, si je regarderais quelqu'un crush parce qu'il mange des sushis à cause que c'est du poisson cru puis des algues, ce serait peut-être plus moi qui serais bizarre, en fait, que l'autre personne. Donc, bref, nous, c'est au cœur de notre mission d'entreprise, c'est justement de promouvoir cette transition-là vers une alimentation plus écologique. Donc, on va aussi avoir des bouchées à la sortie. Si jamais vous voulez goûter à la pâte, là, vous risquez d'avoir une grande surprise en l'essayant. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais faire un petit sondage. Quels sont ceux qui veulent avoir la dégustation tout de suite? Ou ceux qui préfèrent l'avoir après les explications de nos experts? Tout de suite? Après? Parfait. Donc, je vais passer la parole à Stéphane, qui sera notre animateur et aussi un expert ce soir, qui va vous présenter nos invités. Je vais être avec ce micro. Ouais. Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. Merci Christelle de nous accueillir dans ton beau campus, parce que nous on est sur le campus principal, donc autant vous dire que c'est beaucoup plus vieux.
Donc ici, on aime ça. Donc je vais vous présenter. Donc ce soir, la thématique, ça va être sur l'alimentation durable. Et je vais vous présenter les experts. Donc, on va être trois conférenciers. Donc, je vous présente Geneviève Mercil. Geneviève Mercil est professeure au département de nutrition à l'Université de Montréal. Ses champs d'expertise sont la nutrition en santé publique, les inégalités sociales de l'alimentation et l'insécurité alimentaire. Geneviève donc, a exercé une dizaine d'années au sein des nations autochtones Innu et Atikamekw au Québec. Elle a poursuivi par la suite son cheminement académique, la menant à compléter un doctorat en santé publique en 2013 à l'Université de Montréal. Elle a travaillé à la direction régionale de la santé publique de Montréal et a poursuivi des études postdoctorales à l'Université de Sherbrooke et au centre de recherche du CHUM. Geneviève Mercil s'intéresse à l'influence de l'environnement alimentaire et les systèmes alimentaires locaux sur la santé et l'alimentation, de même que sur la portée, l'acceptabilité et l'impact d'interventions pour une meilleure équité dans l'accès aux aliments sains et la sécurité alimentaire. Longue phrase. Ces travaux sont menés en collaboration avec la Direction régionale de santé publique de Montréal, du CIU 3S du Centre-Sud de l'île de Montréal, Québec en forme, Concertation Montréal, Système alimentaire montréalais, le SAM, et plusieurs organismes communautaires. Nous avons aussi Béatrice Dagenet, qui est une nutritionniste en voie de terminer une maîtrise en nutrition. Son étude portant sur l'alimentation durable dans les établissements de santé. Donc ça, c'est le sujet de sa maîtrise. Elle est présentement chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal et chargée de projet sur le guide de menus durables. Je vais me présenter. Je suis Stéphane Béranger. Je suis coordonnateur au développement durable à l'Université de Montréal. J'ai une formation, une maîtrise en chimie. J'ai travaillé une dizaine d'années dans les batteries au lithium. Puis j'ai fait le saut en gestion. Je me suis occupé de laboratoire à l'Université de Montréal en enseignement de la chimie. Puis là, j'ai fait aussi des études en développement durable. Et donc, je m'occupe avec une petite équipe, on est 3, bientôt 4, à implanter le développement durable à l'Université de Montréal. Je vais être l'animateur ce soir, parce qu'on avait une autre animatrice, Marie-Lou, qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc, je vais être présentateur-animateur. Puis, je vais inviter donc, notre première conférencière. Pardon ? Ah oui, notre première conférence. Elle est très joueuse, donc elle veut vous faire un petit jeu. Voilà, donc on va vous poser une petite question. On aimerait avoir votre réponse à cette question et on vous invite à prendre votre téléphone, à aller sur le site, sur votre furteur, Menti, www.menti.com, à entrer le code qui est ici, 15 97 33, et vous pourrez répondre à la question, rentrer le mot pour répondre à la question. En un mot ou une expression, qu'est-ce que ça est, à quoi vous pensez quand vous pensez à alimentation durable? Attendez, ouais, je vais le mettre, je vais tourner dessus. Ah, mais c'est qu'il faut que je sois en écran étendu. Je peux pas. C'est vrai ça. Ça sera pas long. Est-ce qu'on le voit? Ah, help. Non, mais c'est que j'arrive pas à le... En mode diapo? Je voudrais en fait envoyer le... Ah, parfait. Donc le code c'est 15 97 33 et donc on va voir un peu les mots qui sortent.
Est-ce qu'il y en a qui sont encore en train de faire le jeu? On va dire que c'est arrêté. Donc les mots qui ressortent le plus gros sont ceux qui ont été écrits le plus souvent. Donc on a futur, environnement, responsable, avenir. C'est intéressant vos réponses parce qu'on voit tout ce que ça peut évoquer, comment ça retouche à plusieurs dimensions. Vous mentionnez la dimension de l'environnement, la dimension sociale, la dimension de santé, la dimension éthique, et aussi ce qu'il faut faire, donc d'être tourné vers le futur, de changer les choses, d'innover. Ça retouche à plein d'aspects qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir vous entretenir durant notre courte présence ici avec vous ce soir. Donc c'est à moi? Oui, voilà, c'est OK. parti. Alors, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je vais prendre un petit 10 minutes avec mon chapeau de prof. Et ça va être les 10 minutes un peu plus académiques de la soirée. Donc, on va définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de système alimentaire et d'alimentation durable. De quoi parle-t-on exactement? Donc, je vais commencer par... bon, ma spécialité, c'est la nutrition et la santé publique. Donc, on va partir de la conception d'une nutrition saine ou des conceptions, l'évolution des conceptions de nutrition saine à travers le temps pour aller jusqu'à la conception d'une alimentation durable. Donc, en 30 secondes, la science de la nutrition, on a l'impression qu'elle existe depuis toujours, mais elle est très jeune. Elle date d'à peu près d'un siècle. Donc, à partir des années 1910, on a fait tranquillement la découverte des vitamines, des minéraux. Donc, on s'est mis à découvrir les nutriments, puis aussi la calorie, donc la notion d'énergie. Et cette idée-là qui est au centre de l'alimentation, donc le nutriment comme étant l'élément central d'une alimentation saine, ça a été présent jusqu'au début des années 2000. Donc, jusqu'au début des années 2000, l'unité de base, ce n'était pas l'aliment dans les recommandations, c'était de s'assurer qu'on avait notre ration de nutriments, pas trop de calories, assez de protéines, les gras, les sucres, etc. Puis, et ça le suivi. Donc, dans le fond, les recommandations ont suivi le développement de la science de la nutrition. Vers la Deuxième Guerre mondiale, bien là, suivant l'après-guerre, il y a eu le boom de l'après-guerre, donc un boom industriel, où est-ce que là, on a eu l'essor de l'agriculture, de la transformation puis de la distribution de masse qui ont profondément changé nos systèmes alimentaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Où est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que c'est que ce système alimentaire de masse? Bien, ça répond un peu à ces découvertes-là. Donc, les découvertes qu'on faisait qui étaient exclusivement centrées sur les nutriments, on s'est dit, bon, bien, les humains, on a besoin d'avoir des nutriments mis ensemble, donc des ingrédients mis ensemble. Et c'était ça qui était important, d'avoir une ration en nutriments, peu importe d'où il vient, comment il pousse, donc, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui n'étaient pas nécessairement importantes à l'époque. L'idée, c'était d'être efficace pour nourrir le plus grand monde possible. À partir des années 2000, et là, les maladies chroniques sont apparues à peu près autour des années 1930. Et là, on a essayé de faire la balance entre l'excès et les déficiences en nutriments. Et jusqu'aux années 2000, c'était ça qui était le cœur des recommandations nutritionnelles. Si vous regardez les guides alimentaires, ils étaient basés de cette façon-là. C'était des rations. Et là, à partir des années 2000, là, les choses ont commencé à se complexifier. Et là, ça devient intéressant parce que là, graduellement, l'aliment est redevenu l'unité centrale. Donc, on mangeait des aliments. Les recommandations étaient axées sur ça et aussi sur des combinaisons d'aliments entre eux. Donc, de plus en plus, les études, on s'est mis à étudier des combinaisons d'aliments entre eux et leur effet sur la santé. Donc, le développement des cancers, le développement du diabète, la longévité, etc. Et
Et depuis les dernières années, les choses, on entre tranquillement dans l'ère de la complexité, où est-ce que là, les études sur la nutrition ont pris beaucoup d'ampleur et on met en relation des phénomènes entre eux qui sont de plus en plus complexes. Donc, l'effet multiple, donc l'alimentation qui a des effets multiples sur la santé, bien au-delà des maladies traditionnelles. Donc, on va parler le microbiome, qui est un sujet très hot en ce moment. On va parler des effets de la nutrition sur la santé mentale. Donc, on voit que l'alimentation, dans son ensemble, a des effets très multiples sur la santé et que les conditions socio-économiques, le système alimentaire vient influencer notre santé et notre nutrition. Et là, pour en venir à, finalement, après toutes ces découvertes scientifiques-là, est-ce qu'on a un consensus sur qu'est-ce qu'une alimentation saine ou qu'est-ce que seraient les caractéristiques ou les principes d'une diète optimale pour la santé des humains? Donc, ce qui se dégage ou ce qui se dégageait dans cette revue de littérature publiée il y a à peu près 5 ans, c'est ces grands principes qu'on retrouve aujourd'hui dans l'alimentation durable, c'est-à-dire manger une grande diversité d'aliments qui sont près de leur nature, pas trop transformés, pas en trop grande quantité, surtout de provenance végétale. Donc, c'est ce consensus-là qui est ressorti au niveau de quels seraient les principes d'une alimentation saine. Et là, ça tombe bien, puisqu'on a confronté ces principes-là, donc à travers comment on définit une diète saine, par exemple, le régime méditerranéen. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissez la diète méditerranéenne. Bref, on a pris différentes conceptions de l'alimentation saine. On a commencé à faire des études sur est-ce qu'une alimentation saine est aussi plus durable au point de vue environnemental. Et là, la littérature scientifique dans les 5 dernières années a explosé. Et de plus en plus, on commence à avoir des preuves scientifiques très fortes pour dire qu'une diète saine, selon ces principes-là, rime aussi avec la sauvegarde de l'environnement et la sauvegarde de notre planète. Donc, si on définit qu'est-ce que l'alimentation durable, ça veut dire quoi exactement? Bien, oui, ce sont des régimes alimentaires qui ont un faible impact sur l'environnement, mais qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour les générations présentes et futures. Donc, la sécurité alimentaire et la santé sont indissociables d'une alimentation durable. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect de l'environnement, c'est aussi la dimension sociale et sanitaire qui est au cœur de cette conception-là. Donc, les conditions préalables que sont la santé et la nutrition, et aussi le risque, donc le risque de contamination, par exemple. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est que les aliments sont culturellement acceptables, ils sont distribués et ils sont accessibles aux gens, ils sont économiquement équitables, ils sont aussi abordables, donc on a les moyens de se les procurer. Et enfin, la dimension environnementale qui rentre en ligne de compte. Cette définition-là est celle qui a été publiée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies, qui date déjà de quelques années, mais qui est la définition qui est la plus reconnue de cette idée-là d'alimentation durable. Mais là, 2019 est assez marquante dans l'année des publications scientifiques sur l'alimentation durable et les systèmes alimentaires. Il y a ce rapport qui est sorti au tout début de l'année 2019, qui est par la commission EAT, donc qui s'appelle la EAT Lancet Commission, de concert avec la prestigieuse revue de Lancet. Et les 37 experts internationaux se sont posé la question, comment est-ce qu'on fait pour nourrir de façon saine et durable 10 milliards d'êtres humains en 2050? Et là, un des objets de leur recherche, de leur revue de littérature, c'était de définir quelle pourrait être cette espèce de régime alimentaire planétaire. Donc, de définir les caractéristiques de cette diète planétaire. Alors, voici à quoi elle ressemble. Donc, ce n'est pas prescriptif, mais ce sont les grandes lignes. C'est sûr qu'il y a des marges de manœuvre dans chacun des groupes, mais voici les grandes lignes d'une diète planétaire où
on devrait accorder 50 de notre assiette devrait être composée de végétaux, de fruits et de légumes. Et regardez la petite quantité de protéines animales, de produits laitiers. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Dites-le donc plus fort, monsieur. Le guide alimentaire canadien. Oui, en fait, c'est ça. Ce qui est vraiment un hasard extraordinaire, c'est que la Eat Lancet Commission, ils sont venus faire une présentation à Montréal au printemps. Le guide alimentaire venait de sortir. Il est sorti en même temps en janvier 2019. Et les gens de la commission étaient tout excités par la sortie du guide alimentaire parce qu'ils disaient « Wow! » Deux groupes d'experts qui ont travaillé séparément et qui arrivent aux mêmes conclusions ou au même niveau de recommandation sur quelle serait la diète alimentaire qui serait optimale. Donc, voici la diète optimale, mais regardez comment le fossé qu'on a, nous, en Amérique du Nord, par rapport à cette diète optimale. Donc, on mange, les pointes de tarte représentent les catégories d'aliments et notre consommation nord-américaine de chacune de ces catégories d'aliments-là. Donc, vous voyez, la viande, les légumes féculents, les œufs, la volaille, les produits laitiers composent la grande majorité. Et on en mange trop. Donc, ce n'est pas soutenable sur le plan de l'environnement. On devrait en manger moins et on devrait faire plus de place, un peu plus de place aux poissons, aux fruits, aux légumes, aux grains entiers, aux légumineuses et aux noix, ce qui représente grosso modo les recommandations du Guide alimentaire canadien. Donc, voici la diète planétaire qui est recommandée pour les consommateurs, donc chacun d'entre nous, mais qui est aussi une base pour guider un peu comment on pourrait guider la production alimentaire pour les prochaines années. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, une des recommandations pour amorcer cette transition-là, c'est d'encourager, c'est de lancer un appel à l'action pour que les principes environnementaux de durabilité soient intégrés dans les guides alimentaires. Et là, petit survol à travers le monde de quelques guides alimentaires qui les ont intégrés. D'abord, ce guide alimentaire, c'est le guide alimentaire brésilien qui est sorti vers les années 2014 à peu près, ou 2015. Donc, qui est un document très épais avec beaucoup de recommandations. On a l'approche très straight to the point de la Suède. Donc, le modèle IKEA, on y va direct. C'est très, très simple. Donc, c'est le guide alimentaire suédois. On a aussi l'Allemagne et on a le Qatar qui ont intégré des principes de durabilité dans leurs recommandations alimentaires. Et finalement, le petit dernier, qui est le guide alimentaire canadien. Donc, ça, c'est une des voies pour amorcer cette transition-là, donc d'agir au niveau du consommateur en faisant les recommandations nutritionnelles. Les recommandations nutritionnelles peuvent aussi guider les institutions, donc qui est un autre endroit où on peut changer beaucoup les choses pour intégrer ces principes d'alimentation saine et aussi durable dans les services alimentaires. Donc, c'est une des voies. Mais si on veut vraiment amorcer cette transition écologique de façon à sauvegarder la planète, il ne faut pas juste agir au niveau des consommateurs, il faut agir sur tout le système alimentaire. Et là, ici, c'est une représentation hyper simple d'un système alimentaire, mais grosso modo, les différents maillons comprennent la production, la transformation des aliments, la distribution. On vient de parler de la consommation alimentaire et on a aussi toute la question de la gestion et la valorisation des déchets. Donc, toute la question de la lutte au gaspillage va rentrer là-dedans. Donc, si on veut que notre système alimentaire soit durable, bien, on rejoint les principes de l'alimentation durable, c'est-à-dire qu'il doit garantir à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition saine, sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales qui sont nécessaires pour que les générations futures
puissent se développer et s'épanouir aussi. Tantôt, je vous disais que l'année 2019, elle est vraiment, vraiment marquante en termes de publication de rapports très, très, très importants qui sonnent l'appel à l'action. Vraiment, en tout cas, on l'a senti dans le milieu académique beaucoup. On le sent aussi dans les groupes de la société civile là, qui essayent de mettre l'épaule à la roue et qui font des innovations là, dans nos systèmes alimentaires locaux. Comment que c'était une année importante. Donc, je vais juste faire un petit tour d'horizon pour terminer avec vous de trois de ces publications-là qui sont très importantes et comment chacun nous appelle à transformer nos systèmes alimentaires. Donc, quelles seraient les grandes recommandations qu'elles évoquent dans ces rapports-là? Donc, tantôt, je vous ai parlé du rapport Eat Lancet et on ne le voit pas très bien ici, mais si ça vous intéresse d'aller les consulter, vous viendrez me voir. Il n'y a pas de souci. C'est toutes des choses qui sont disponibles gratuitement, qui sont faciles d'accès. Donc, le Eat Lancet, il y a 3 angles qui a pris 3 grandes recommandations. L'angle de la consommation alimentaire, mais aussi, eux, ils se sont attardés à comment on pourrait optimiser la production alimentaire. Donc, la production alimentaire par rapport à l'émission de GES, par rapport à l'utilisation des sols, l'utilisation de l'azote, du phosphore, de l'eau, etc., pour qu'elle soit optimale. Donc, comment on pourrait produire à l'échelle de la planète pour essayer autant que possible de garder nos ressources pour qu'elles soient viables. Donc, ils ont sorti des grandes lignes directrices et aussi, ils font la promotion de la réduction du gaspillage de 50 %. Donc, on voit que leur angle est vraiment dirigé au niveau de 3 composantes du système alimentaire. Un autre rapport, peut-être vous en avez entendu parler, qui est paru au mois d'août 2019, qui est le rapport du GIEC, donc le groupe international d'experts sur le climat, qui a paru, donc son rapport au mois d'août. Donc, ce rapport-là regroupe l'expertise de plus de 60 scientifiques. Et eux, en fait, l'action qu'ils vont, ils incitent dans les grandes recommandations, parce que c'est quand même des rapports très volumineux, ce qu'ils font ressortir, c'est la combinaison des actions du côté de l'offre. Oui, il faut agir sur la production ou notre manière de produire sociétalement, mais aussi agir sur le transport et sur la transformation alimentaire pour qu'elle soit plus efficace, mais en même temps faire des interventions du côté de la demande. Donc, inciter les gens, les consommateurs, pour qu'ils se dirigent vers une alimentation plus durable et de réduire les déchets alimentaires. Et que ces actions-là combinées pourraient réduire les émissions de GES et améliorer la résilience de nos systèmes. Donc, ça, c'est le 2e rapport. Le 3e rapport, que moi, j'apprécie particulièrement parce qu'il y a un côté très incisif, qui est encore publié par la revue Lancet, qui s'appelle « The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change », qui est une autre commission du Lancet. Alors, ici, quand on parle de syndémie, c'est un néologisme, c'est parce que les auteurs ont analysé la pandémie de l'obésité qui est mondiale, la pandémie de malnutrition qui est mondiale et les changements climatiques qui nous affectent tous, et comment ces 3 pandémies-là interagissent de façon très dangereuse et donc dangereuse pour la santé, et comment ils sont alimentés par des causes communes. Et là, dans leur pour essayer d'identifier les responsables de ça, les auteurs du rapport, ils étaient autour d'une 50aine de chercheurs, si je me rappelle bien. Eux, ils identifient beaucoup le secteur agroalimentaire. Donc, leur plaidoyer et leur critique s'adressent beaucoup à comment l'industrie alimentaire est organisée maintenant. Il mentionne grosso modo qu'il critique les bases économiques de l'industrie agroalimentaire puis comment l'industrie fait de façon systématique de l'obstruction
pour que les gouvernements puissent adopter des réglementations plus strictes ou des mesures plus pour créer des environnements alimentaires favorables. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on doit déployer des efforts vigoureux, concertés, pour mettre en œuvre des actions qui s'attaqueraient à ces trois aspects-là, de ces trois pandémies-là. La première, c'est de limiter l'influence politique néfaste de l'industrie alimentaire. Donc là, ici, c'est le volet de la transformation puis de la grande distribution. En particulier, on cible la publicité aux enfants. On parle aussi de réglementer la composition nutritionnelle des aliments pour limiter le sucre, limiter le sel. Et un autre qui m'échappe, mais ça va me revenir peut-être tout à l'heure. On parle aussi d'arrêter de subventionner, d'arrêter les subventions gouvernementales pour produire des aliments malsains et de pouvoir les détourner vers la production des solutions plus durables. Puis finalement, en lien avec le premier, de briser cette inertie-là politique à agir. Donc, on le voit à Greta Thunberg, c'est ça qu'elle déplore, c'est ça qu'elle crie, de briser cette inertie politique pour favoriser le travail de la société civile. Donc, le rôle de nous tous, finalement, par le plaidoyer. Donc, pour terminer, 5 petits messages essentiels de ce survol de la littérature. L'alimentation, c'est un maillon critique, donc, puis qu'on peut contribuer à défaire ou défaire les progrès face à la crise du climat et de la santé. On est capable de dire en 2020 que la science est là. Donc, la science a des preuves assez solides puis des résultats qui vont tous dans le même sens. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas agir à partir de maintenant. On a toutes les preuves qu'il faut pour changer. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ça demande énormément de concertation, mais il faut commencer à le faire maintenant. Ça rejoint les mêmes messages qu'on entend par rapport à la crise climatique et comment la prochaine décennie va être décisive, que les causes de ces crises sont multiples et qu'on doit les corriger par une action concertée et utiliser des approches systémiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, l'action commence au niveau local. Elle commence par chacun d'entre nous, dans nos villes, dans nos communautés, dans nos quartiers, dans votre bureau, si vous travaillez dans des bureaux. Donc, le leadership à l'échelle locale, puis chacun dans nos institutions, c'est quelque chose qui est critique parce que si on veut faire pression pour que les choses changent plus haut, bien, il faut que ça commence par nous en bas et les solutions doivent être à l'échelle humaine. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Pas chronométré. C'est tout. Merci Geneviève. Écoute, merci pour cette présentation. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, il faudra manger comme les Canadiens, c'est-à-dire suivre le guide alimentaire non, on ne veut pas manger comme les Canadiens actuellement. On veut se diriger vers les recommandations des Canadiens. Et je vais te poser une question. Si tu avais un conseil à donner pour agir dès demain sur, on va dire, le changement climatique par rapport à nos pratiques alimentaires, à nos habitudes alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à l'audience? C'est sûr que ce que vous voulez peut-être que je vous dise, c'est réduire la consommation de bœuf mais moi, par où je commencerais, ça serait de commencer par réduire nos portions. On mange trop. Donc, commençons par réduire nos portions. On peut faire beaucoup de choses en gaspillant moins aussi. Donc, ça, c'est vraiment une voie d'action qui est intéressante et avoir un impact. Il y a des études qui montrent que si on faisait juste moins gaspiller, déjà, on aurait un effet sur les GES qui serait appréciable. Donc, sans changer notre alimentation, juste le fait de ce qu'on jette, dans le fond, qu'est-ce qu'on jette? C'est les fruits et légumes qu'on jette. C'est 45% de ce qu'on jette, ce sont des fruits et légumes ou des déchets de fruits et légumes. Donc, déjà, en partant, si on gaspille moins et qu'on réutilise mieux nos aliments, ça serait déjà une bonne voie d'entrée. Ensuite, les autres recommandations. Ensuite, peut-être, tranquillement, délaisser la viande quelques fois par semaine, d'opter pour des repas végétariens, ce genre de choses-là. Mais Béatrice, ça va être son sujet de conversation avec vous.
Merci Geneviève. Oui. Béatrice. Donc on aura une période de questions après la dernière présentation. Juste voir ça fonctionne. OK. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici pour vous présenter les recommandations de l'alimentation durable que je vais vous expliquer ici. Donc, un peu comme Geneviève elle a présenté l'alimentation durable, si on donne des recommandations, souvent, qu'est-ce qu'on va dire? C'est on va parler aux consommateurs. Donc, on va dire on réduit la viande rouge qu'on consomme, on boit plus d'eau, etc. Mais on oublie souvent qu'il y a tellement d'autres acteurs dans l'alimentation durable qu'il faut prendre en compte. Donc, si on regarde un aliment dans son cycle de vie, on peut voir qu'à la production, mais on peut avoir un effet plus durable à la production. Quand on transforme les aliments, donc tous les aliments doivent être, presque tous les aliments doivent être transformés d'une certaine façon. Donc, on peut avoir des pratiques qui sont un petit peu plus durables, donc des recommandations plus durables là aussi. Même chose pour la distribution, distribuer du producteur ou du transformateur jusqu'au détaillant, par exemple. Il y a une distribution qui peut être plus durable. Ensuite vient le consommateur et finalement l'élimination, donc comment est-ce qu'on gère nos déchets. Donc, on va voir chacune de ces étapes-là ensemble. Donc, en premier, la production durable. Pour être plus durable, c'est quoi nos recommandations pour une production durable? C'est d'avoir une alimentation qui est variée. Donc, on veut protéger notre biodiversité. Donc, on veut avoir plusieurs aliments différents qui sont produits, donc éviter des monocultures. On veut avoir une production qui est biologique aussi. Une production de pêcherie durable, donc on veut éviter la surpêche, par exemple. La production qui est plus équitable, donc on vient réduire des inégalités avec avoir un commerce qui est plus équitable. On veut élever des animaux sans antibiotiques non thérapeutiques, donc on veut s'attaquer aux problèmes de résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est des recommandations qui sont générales et il y en a d'autres, mais ça donne une idée de comment est-ce qu'on peut avoir une production qui est plus durable. En deuxième lieu, on a la transformation et la distribution durable. Comment est-ce qu'on peut les avoir, la transformation et la distribution plus durable? Donc, en premier, réduire l'ultra-transformé. Donc, l'ultra-transformé, c'est tous les aliments qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est des aliments, des ingrédients qu'on a mis ensemble pour créer un autre aliment qui est tout le temps pas très cher, qui est très accessible, qui est souvent très... il y a beaucoup de marketing qui va dedans, donc c'est souvent des emballages avec des icônes, des images, des choses comme ça. Et dans le fond, qu'on essaie de réduire. Donc, on veut aller vers des aliments qui sont un petit peu plus frais. Donc, moins de transformation, moins de ultra-transformation. Des aliments qui sont frais aussi à proximité. Donc, on veut augmenter l'accessibilité. Donc, dans la distribution, est-ce que les gens y ont accès à cette nourriture-là? Est-ce que ça rentre dans leur budget, par exemple? La nourriture qui est plus durable. Et finalement, il y a aussi le côté de la traçabilité des aliments. Donc, l'été passé, si je me souviens bien, il y avait plusieurs articles qui sont sortis par exemple, les légumes. Donc, le chou-fleur, est-ce qu'il venait du Canada ou il venait des États-Unis? Personne n'était trop sûr, puis il y avait des articles qui ont sorti « Ah, finalement, ça venait des États-Unis, mais ça disait « produit du Canada ». Donc, c'est des problèmes de traçabilité qu'on peut avoir que si on n'est pas sûr de où est-ce qu'ils viennent nos aliments, mais on n'est peut-être pas sûr si notre production est durable. Donc, même chose avec les poissons. Il y a beaucoup de problématiques avec le poisson que l'étiquetage n'est pas bien fait et on dit que c'est un poisson, mais finalement, c'est un autre type de poisson. Donc, ça, c'est une façon d'être plus durable dans notre transformation et notre distribution. Ensuite vient les consommateurs, donc vous. Comment être plus durable? Donc, premièrement, cuisiner à la maison, c'est sûr, c'est une recommandation qu'on fait souvent pour être plus durable. On réduit qu'est-ce qu'on mange en gras, en sucre et en sel parce que c'est nous qui le faisons nous-mêmes. On augmente nos connaissances culinaires, donc on vient plus vers la nature, on vient plus apprendre comment cuisiner, comment se mettre avec les aliments, se coller aux pratiques alimentaires.
Ensuite, manger local de saison. Donc, manger local, ce n'est pas toujours le meilleur choix. On ne peut pas tout le temps dire qu'un aliment qui est local, c'est le plus durable. Donc, je vous donne un exemple. Il y a une étude qui est sortie avec des tomates. Donc, si on prenait une tomate, on est en l'hiver, on prend une tomate du Mexique versus une tomate du Québec en serre. Mais c'est mieux de choisir la tomate du Mexique parce qu'il y a moins de gaz à effet de serre de la tomate qui est transportée du Mexique à ici, mais qui a été, dans le fond, elle a grandi dans les conditions idéales, versus une tomate ici en serre, toute l'énergie qu'on doit prendre pour chauffer, pour éclairer. Donc, toute l'électricité qu'on utilise, c'est plus grand qu'une tomate du Mexique. Mais si c'est l'été, c'est différent. L'été, je ne vais pas choisir une tomate du Mexique, mais je vais choisir une tomate qui a été élevée dans une ferme ici, parce qu'on a moins de gaz à effet de serre de cette façon-là. Donc, manger local de saison, donc manger local, oui, mais en suivant les saisons, c'est l'idéal. Ensuite, conserver les aliments. Donc, on recommande aux consommateurs de mieux conserver les aliments, mieux gérer nos menus, planifier nos semaines, comme ça, on jette moins, on achète qu'est-ce qu'on a de besoin. Augmenter les protéines végétales, donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais c'est aussi choisir des protéines animales qui sont plus durables. Par exemple, le poulet qui est un petit peu plus durable que le bœuf ou les œufs qui est un petit peu plus durable que le poulet. Donc, c'est faire ces choix-là aussi et petit à petit, augmenter les protéines végétales comme les légumineuses. Manger des fruits et légumes de sources variées. Donc, ici, on s'attaque aussi à la biodiversité. On veut avoir une variété dans notre alimentation. Privilégier l'eau comme breuvage de choix aussi, donc réduire les breuvages qui sont hautement sucrés. Et finalement, manger selon vos besoins. Donc, Geneviève en a un petit peu parlé. Donc, manger assez, pas trop manger. Si on y pense, trop manger, oui, c'est pour la personne, mais c'est aussi dans tout le cycle de vie de l'aliment, c'est un aliment qu'on a produit, mais qui n'était pas nécessaire à produire, qu'on a distribué, qui n'était pas nécessaire à distribuer, qui a été transformé, qui n'était pas nécessaire à transformer. Donc, c'est vraiment dans tout le cycle de vie au complet qu'on surutilise l'énergie. Et finalement, l'élimination durable, donc comment est-ce qu'on gère nos déchets. Les recommandations, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. C'est de réduire le suremballage. Donc, notre suremballage et de choisir des emballages qui sont peut-être un petit peu plus durables que d'autres. Le suremballage, si je peux donner des exemples, souvent à l'épicerie, on va avoir par exemple des concombres qui sont emballés et ensuite on va les mettre en paquet de 3 et on va emballer tout ça ensemble. Donc ça, c'est un exemple de suremballage, mais ça peut se faire aussi à plus grande échelle. Ensuite, les deux qu'on entend souvent, c'est recycler, composter. Donc, au niveau des consommateurs, par exemple, à Montréal, il y a des bacs de compost maintenant dans toute la ville, mais comment est-ce qu'on peut faire à plus grande échelle aussi? Donc, aller toucher des plus grandes institutions pour le recyclage et le compostage qui n'est pas nécessairement tout le temps fait. Donc, ça, c'était les grandes recommandations par rapport au cycle de vie d'un aliment. Et maintenant, je voulais vous présenter un petit mot sur le Guide alimentaire canadien et comment est-ce qu'il est durable. Geneviève en a un peu parlé, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc, si je vous le représente, le Guide alimentaire canadien il est sorti il y a 1 an. Donc, on a l'assiette qui est imagée au lieu d'avoir dans le vieux l'arc-en-ciel dans le 2007, dans le Guide alimentaire 2007. Maintenant, on a une assiette imagée et où ce qu'on donne des proportions au lieu de donner des portions. On donne aussi des recommandations par rapport à chaque proportion. Donc, manger des fruits et légumes en abondance, consommer des aliments protéinés, choisir des aliments à grains entiers et faire de l'eau votre boisson de choix. On dit non seulement quoi manger, mais aussi comment est-ce qu'on mange. Donc, on donne des recommandations à la population de savourer les aliments, de manger en bonne compagnie, donc manger pas tout seul devant votre ordi, mais avec d'autres personnes, de cuisiner plus souvent, de prendre conscience de nos habitudes alimentaires, augmenter nos connaissances culinaires, rester vigilant face au marketing alimentaire, etc. Donc, il y a plusieurs recommandations qu'on donne qui nous dit un petit peu quoi manger, mais comment manger aussi. Donc, où est-ce que l'alimentation durable se trouve là-dedans? On le voit un peu, donc quand on dit comment manger, bien, cuisiner plus souvent, manger avec d'autres personnes, on voit qu'il y a
petite tendance durable. Donc oui, le Guide alimentaire canadien il fait des pas vers l'alimentation durable. Il n'est pas durable à 100%. C'est sûr qu'un guide alimentaire, son premier but, c'est de donner des recommandations à la population sur une alimentation saine. Par contre, l'idée de donner l'environnement, par exemple, donc dans les lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation, c'est un document qui est sorti pour les professionnels de la santé. Dans le fond, il est sorti en amont avec le guide alimentaire et on dit que l'environnement, c'est quelque chose d'important qu'il faut penser avec notre alimentation parce que qu'est-ce qu'on mange, ça a nécessairement un impact sur l'alimentation. Donc, c'est très important que le guide alimentaire est sorti avec une phrase comme celle-là, parce qu'on vient de pousser les discussions futures sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme alimentation qui est plus durable. Donc, on vient mettre l'environnement dans vraiment l'agenda d'une alimentation saine et que manger une alimentation saine pourrait favoriser un impact sur l'environnement. Donc, on pense non seulement à la santé de l'humain, mais aussi la santé de la planète. Mis à part ça, dans les lignes directrices aussi, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, donc il faut s'attaquer à ce problème-là, donc à plusieurs niveaux, donc non seulement les consommateurs, mais les détaillants aussi, la production aussi, donc il y a beaucoup de pertes, même avant d'arriver au consommateur, et ensuite le consommateur aussi, on a beaucoup de pertes alimentaires, des aliments qui n'auraient pas nécessairement, qui auraient pu être mangés, donc qui étaient comestibles, mais qu'on a vraiment gaspillés. Donc, en regardant tout ceci avec les recommandations, l'idée, c'est de pas tout le temps mettre la pression sur les consommateurs, mais que oui, les consommateurs ont un rôle à jouer, ainsi que tous les autres acteurs dans un système alimentaire et dans le cycle de vie d'un aliment. C'était tout pour moi. Merci. Je vais te poser une question. Merci Béatrice. Et donc tu nous invites quand même à changer nos comportements. On voit que dans cette présentation, on arrive dans davantage d'éléments concrets. Puis je vais te poser la même question qu'à Geneviève. C'est qu'est-ce que tu proposerais au public s'il devait faire un changement durable dès demain matin ou même dès ce soir en rentrant, je sais pas. Je suis un peu avec Geneviève sur le côté qu'il faudrait s'attaquer au gaspillage et à la surconsommation. C'est sûr que c'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes et qu'on peut, le gaspillage, c'est quelque chose qu'on peut s'attaquer tout de suite, juste penser un petit peu plus à comment est-ce qu'on gère notre épicerie, comment est-ce qu'on planifie nos repas, on planifie nos semaines, comment est-ce qu'on réutilise nos restes. Comment est-ce qu'on regarde notre frigo, par exemple, que quand on ouvre notre frigo, est-ce qu'il y a des choses au fond qui sont en train de plus devenir vraiment le même aliment qui était avant, donc de tout le temps penser à ça. Mais je pense que c'est aussi de petit à petit prendre la conscience de nos petits gestes qu'on fait à chaque jour et de faire des petits changements. Donc, par exemple, une semaine, j'ai essayé de ne pas manger de bœuf juste cette semaine ou je limitais ma quantité de bœuf. Ou cette semaine, je fais un petit pas, des petits pas, un à la fois. Je pense que c'est ça qui est important pour vraiment prendre plus conscience de notre impact. Merci. Voilà. Merci. Donc, je vais vous inviter à la pause, donc à la dégustation à l'extérieur. Et puis, on se retrouve après. Donc, c'est à 15 minutes, je pense. Oui, c'était ça. Oui. Merci. Juste avant de passer à la pause, vu qu'on a eu des bons conseils et des aspects pratiques qui ont été recommandés, on a des petites perles qui sont bien cachées. Qui est-ce qui est étudiant au campus actuellement? De braves. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite à venir. Pourquoi? Parce qu'on a des ressources. On a une nutritionniste, est-ce que vous le saviez, qui est à la disposition des étudiants. Est-ce que tu peux t'identifier? Chantal Riopel.
Donc, Merci. un secret à faire découvrir et à partager. On a aussi une autre ressource qui est avec nous, qui est la conseillère en entrepreneuriat. Tout à l'heure, on a vu 2 entrepreneurs qui ont des idées. À l'Université de Montréal, on a Émilie Tremblay qui est avec nous, qui conseille, accompagne et offre des ressources. Donc l'UDM, ce n'est pas seulement une institution d'enseignement, c'est une institution de soutien. Et vous allez le voir après la pause aussi avec Stéphane, qui met au cœur justement de son projet le développement durable au sein de l'UDM. Donc c'est une institution qui a à la fois une mission d'éducation, de répandre le savoir avec les soirées comme ce soir, mais aussi qui a un esprit citoyen fort. Sur ces belles paroles, je vous invite à passer à la dégustation et à en profiter. Merci. Donc, merci d'être revenu. Donc, je vais aborder la dernière partie des présentations où je vais être beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret, puisque je suis dans ce que l'on fait à l'Université de Montréal au niveau de l'alimentation durable. Donc, quelques éléments sur l'Université de Montréal, c'est 50 000 personnes, c'est un campus principal, donc qu'on appelle campus de la montagne, 5 campus satellites, une soixantaine de pavillons en tout. Le campus principal, donc il y a des services alimentaires institutionnels, c'est-à-dire que les employés des services alimentaires sont des employés de l'Université de Montréal. On n'a pas de concession, pas de sous-traitance. On a une cuisine centrale avec une grande salle à dîner qui peut servir jusqu'à 2000 repas par jour. Et puis 5 comptoirs disséminés sur tout le campus, donc sur tout le campus principal. 22 cafés étudiants donc, qui sont gérés par des associations étudiantes. Donc ces cafés, en général, c'est un local d'association, il n'y a pas de loyer. Puis les étudiants apprennent aussi, on va dire, à gérer un café, à gérer une business. Donc c'est une concurrence aussi par rapport aux services institutionnels. Et ces cafés étudiants n'ont pas le droit de préparer de repas, et même de servir de l'alcool, mais aucune préparation. La préparation et l'alcool sont réservés aux services alimentaires de l'université. Donc l'alimentation, on va dire qu'elle s'organise on a 2 grands mandats transversaux au niveau de ce qu'on fait en développement durable en alimentation. Donc on va augmenter l'approvisionnement en produits qui répondent à des critères de développement durable et puis promouvoir, communiquer les pratiques durables. Puis on a 5 grandes thématiques qui sont beaucoup calquées sur le système alimentaire montréalais, qui est un réseau dont la mission, je lis, est d'assurer un leadership régional fort en matière d'alimentation, en mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en appuyant les initiatives structurantes. Donc c'est un mouvement à Montréal qui déborde aussi de Montréal, qui est assez intéressant, puis que toutes les universités suivent. Donc 5 grandes thématiques. On a axé sur les produits locaux, donc produits locaux et durables, empreinte écologique des aliments et des pratiques, donc un souci particulier, équité, diversité, inclusivité en alimentation. Les projets d'agriculture urbaine qu'on a sur le campus, et le but est d'avoir un campus nourricier, de montrer qu'on peut faire à manger en ville, produire à manger. Et puis éducation, sensibilisation relative à l'alimentation, c'est aussi un mandat de base à l'université en général, puisqu'on est une institution d'enseignement et de recherche. Donc l'accès aux produits locaux et durables, donc c'est le travail avec les petits fournisseurs. Donc par exemple, l'exemple que j'ai trouvé en regardant dans les comptes, c'est les lasagnes qui sont servies au service alimentaire. La pâte est préparée est achetée en fait chez un détaillant au marché Jean Talon. On est Aliments du Québec au menu, c'est-à-dire que c'est un programme qui reconnaît les restaurants qui mettent en valeur les produits québécois. Donc on a 5 plats cette année, mais ça va être amené à grossir. Il faut que le plat ait minimalement 50%, 60% d'aliments du Québec. Donc nous, on va de 60 à 100% pour ces 5 plats, mais on pourrait aller en chercher davantage, puisque par exemple l'hiver, tous les légumes sont pour la plupart congelés. Ils viennent de chez Arctic Garden. Arctic Garden, tous leurs légumes sont quasiment du Québec. La farine, on a une farine 100% québécoise aussi, donc toutes les pâtisseries pourraient être aliments du Québec. Donc on regarde les produits à faible teneur en sodium, les produits équitables, on en parlera un peu plus loin, les produits aussi MSC. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait, ça a pris 2 ans à mettre en place, et depuis le mois de septembre, les services alimentaires ont l'accréditation MSC, c'est-à-dire que tous les poissons qui sont servis, ou presque tous, puisqu'on ne les trouve pas tous MSC, les poissons servis sont issus de pêche responsable. Donc, c'est des cahiers de charges qui sont donnés aux pêcheries.
notamment sur les techniques pour pêcher, pour attraper les poissons. Puis des produits biologiques, on essaye d'en mettre davantage, mais c'est des coûts, c'est parfois de 4 à 5 fois plus cher, donc on ne peut pas monter non plus les prix des repas puisqu'on s'adresse à des étudiants. Empreinte écologique des aliments et des pratiques, donc réduction des déchets ultimes, on en a beaucoup parlé avant, mais c'est sûr que manger, ce n'est pas seulement un aliment, c'est aussi un emballage pour le transporter, une assiette, des ustensiles. Donc on a fait tout un travail sur les emballages compostables. À l'université, c'est à peu près, on avait fait le calcul, c'est 300 000 gobelets qu'on jetait annuellement, qui étaient à l'époque en styromousse pour le café. Seulement au service alimentaire, on n'avait pas les chiffres des cafés étudiants. Donc là, on est passé à 300 000 gobelets. On a acheté un lot de 300 000 gobelets compostables, mais on a en même temps introduit de la vaisselle durable, la vaisselle réutilisable avec le projet de Kano to Go, qui est une tasse que vous utilisez, vous buvez votre café. Donc c'est avec une tasse achetée avec un jeton magnétique. Vous utilisez votre tasse, puis une fois qu'elle est vous n'avez plus besoin, vous la mettez dans une boîte, puis automatiquement, elle devient réaccessible à une autre personne, elle est lavée, puis vous pouvez la réutiliser plus tard dans les services alimentaires. Des projets donc, d'aliments en vrac, donc ça, on en parlera un peu plus loin, c'est un projet étudiant qui propose des aliments sans emballage et en quantité, donc pour les étudiants, des rabais si vous apportez votre contenant. Et puis les bouteilles en plastique, donc ça c'est la slide suivante, c'est qu'en 2013, l'Université de Montréal, avec l'École polytechnique, donc on s'est associé, puis partiellement HEC, on a retiré l'eau embouteillée donc, de toutes les machines distributrices, les cafés étudiants, les services alimentaires, donc ça touchait à peu près 85 000 personnes. C'est en moyenne 80 000 bouteilles par an qu'on a arrêté de vendre, donc il y a tout l'argent qui venait avec ça. Et puis 310 fontaines, donc seulement à l'Université de Montréal, qui ont été remises en neuf. Et puis on avait, pour faire marcher le projet, on avait donné plus de 5000 gourdes gratuitement. Et donc ça, c'est les images que vous voyez, c'est les habillages qu'on avait fait, donc des marquages au sol pour indiquer où étaient les fontaines. Puis ils sont toujours là après. Depuis 2013, ça n'a toujours pas bougé, donc c'est comme quoi c'est quelque chose qui tient. Et puis on avait en même temps fait toute une campagne de publicité autour du retrait de l'eau, puisque beaucoup de membres de la communauté pensaient que, surtout les parents, pensaient que leurs jeunes, leurs enfants, allaient se tourner vers les boissons sucrées. Donc on avait fait une campagne de sensibilisation sur les contenus sucrés dans les boissons, les contenus caféinés, pour amener les étudiants et les employés à faire des choix beaucoup plus sensés, mais sans jamais stigmatiser. Il ne faut pas boire du sucre, il ne faut pas boire des boissons caféinées. C'est juste en donner l'information pour que l'individu puisse faire des choix éclairés. Empreinte écologique, c'est ça, des aliments et des pratiques. Donc, on sait que 25% des émissions de GES dans le monde sont relatives à l'alimentation. Donc, le gaspiller, jeter des aliments, c'est quelque chose, on en a parlé avant, qu'il faut éviter au maximum. Puis, quand on parle aussi des émissions de GES, on monte souvent du doigt la viande, et c'est vrai. Donc on a fait tout un changement dans les pratiques alimentaires. Un tiers de l'offre alimentaire donc, est végane, un tiers est végé, un tiers est carné. On aimerait enlever davantage de viande de plats carnés, mais on a quand même des plaintes. On a essayé déjà de remplacer la viande par des spaghettis aux bolognaises. Donc il y a bien moins de viande, mais on a eu beaucoup de plaintes. Donc on a dû réintroduire quand même la viande. On a retiré l'agneau, ça, il n'y a plus d'agneau. Donc choix végé, vegan, diminution du gaspillage alimentaire. Donc on est en train de faire une évaluation aussi des pratiques. Mais en attendant les résultats, on a mis en place donc différents projets, donc, dont un frigo partagé. Ça, c'est dans les résidences universitaires. C'est un frigo, on le voit, il est à droite. Donc c'est un petit frigo où les étudiants et même les employés des résidences peuvent déposer des restes alimentaires. Donc il y a des règles à suivre. Ça a été mis en place au mois d'octobre. Et on a eu plus de 225 dépôts. Les employés ont pris l'habitude de préparer davantage de repas, puis mettre ça dans les frigos, ça part très très vite. On dépose aussi les excès lors de départ des résidents. Effectivement, quand le bail est terminé au niveau des résidents, souvent les frigos sont encore pleins, le frigo de l'étudiant est plein, puis il met tout ça dans ce frigo. Puis on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de denrées sèches, de produits secs, donc on va dans quelques mois mettre en place un garde-manger de récupération où on pourra trouver toujours du sel, du sucre, de l'huile.
Donc, c'est des procédures assez strictes qui ont été mises en place pour éviter les aliments périmés. On ne veut pas et puis d'oublier des aliments dans le frigo. Pas de produits crus, donc pas de viande crue, pas de poisson, pas de crustacés non plus. Les repas économiques, ça c'est une initiative qu'on a lancée au printemps l'année dernière où on s'est aperçu qu'il y avait du gaspillage au service alimentaire et donc tous les restes des repas, des sandwichs, en fin de journée sont récupérés puis amenés aux résidences et vendus à prix coûtant aux étudiants. Donc on a de 20 à 40 repas par jour. Puis souvent, s'il reste de la viande, au niveau des cuisines, on préparer un féculent et puis des légumes pour essayer de faire un repas complet. Donc c'est entre 3 et 5 $ le repas. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Donc il y a du line-up et donc il y a eu beaucoup de plaintes parce qu'il n'y avait pas assez de repas. Donc il y a du prêt-à-manger qui a été aussi servi. Donc équité, diversité, inclusivité en alimentation, ça, l'Université de Montréal, il y a une banque alimentaire, on en parlera après. Il y a les paniers de Noël, une campagne de paniers de Noël. Donc cette année, je participe, puis j'avais été parmi les livreurs, donc on est déguisé en Père Noël et puis on va livrer dans les familles donc des paniers. Puis cette année, donc il y a eu 400 demandes, 400 réponses de la part de l'Action humanitaire et communautaire, qui est un organisme de l'université. Donc 400 demandes, 400 réponses. Donc pour chacune de ces demandes, un panier de nourriture a été remis ainsi qu'un bon d'achat échangeable dans une épicerie. Puis dans ce nombre, il y avait 188 étudiants et étudiantes qui avaient un ou plusieurs enfants. Donc ça a donné lieu à un paquet cadeau comprenant des livres a été offert à 397 enfants. Donc on revient aussi à ce que je disais avant, aliments en vrac. Donc c'est pareil, c'est des aliments achetés en gros qui sont vendus sans emballage. Donc les étudiants viennent, c'est une initiative étudiante qui a tourné en OBNL, donc une initiative étudiante où les étudiants et même les employés peuvent venir avec des contenants vides et acheter de la farine, des pâtes, un peu tout. Équité, inclusivité, on en parlera après, donc c'est la certification Campus Équitable qu'on est allé chercher avec Polytechnique. Et puis diversité, donc c'est les cuisines du monde, c'est une pratique et aussi lancée par l'Action humanitaire et communautaire où on demande aux étudiants de venir, donc je vous ai mis un peu l'intitulé en bas, aux étudiants de venir découvrir une autre culture en cuisinant avec d'autres étudiants de l'université ou de venir redécouvrir votre propre culture. Donc c'est en fait les étudiants étrangers ou pas qui viennent expliquer aux autres comment ils cuisinent un plat de leur pays. Donc c'est une façon aussi en alimentation, en mangeant autour d'un repas, c'est quand même plus facile de connaître les gens, de parler. Donc la banque alimentaire, donc c'est une initiative qui est 100% étudiante, qui est financée par le Centraide et par Moisson Montréal, donc approvisionnée par Moisson Montréal. Il y a un énorme soutien de la part des services alimentaires de l'université. Donc ça, c'est des chiffres que je suis allé chercher sur leur site web. Donc depuis que ça existe, donc 2016, c'est 1 540 000 $ environ qui ont été distribués en fait sous forme d'aliments. C'est en 70 tonnes d'aliments donc en 2019. Je vous ai mis quelques indicateurs. 1530 étudiants inscrits, une moyenne de 18 nouveaux inscrits par semaine. 5168 paniers distribués. Donc c'est dans un café étudiant. Les étudiants viennent avec une preuve qu'ils sont étudiants. Puis il y a un petit dossier qui est monté. Et on vérifie aussi les finances, mais ce n'est pas compliqué. Il y a peu d'étudiants qui gagnent au-dessus de 25 000 $. Donc dès qu'on est en dessous de 25 000 $, on a accès à la banque alimentaire. Puis il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent. Donc c'est pas... Il y a un certain niveau de pauvreté, je trouve. Ce n'est pas un luxe, je pense, d'aller à la banque alimentaire. Donc on est très contents, on les soutient énormément. C'est une très belle initiative. Campus Équitable, donc c'est une initiative qu'on a fait en 2017 donc avec Polytechnique. On sait qu'HEC est en train de travailler sur ça aussi. Donc à l'Université de Montréal, c'est 10 tonnes de café par an, incluant les cafés étudiants. Donc 100% de ce café est issu du commerce équitable. 35 300 sachets de thé. Donc, il faut faire, on a plein d'indicateurs auxquels on doit répondre. Donc, on arrive à ces chiffres-là. Donc, 35 300 sachets de thé ont été servis en un an. 500 kilos de chocolat de sucre, des chandails en coton équitable.
Donc en fait, l'accréditation Campus Équitable nous oblige à avoir un café 100% équitable, à avoir des choix de thé équitables, et puis à offrir soit du chocolat, du sucre ou d'autres produits équitables, d'où les chandails qui apparaissent ici. Donc c'est surtout, en gros, le commerce équitable, c'est on garantit un juste prix au producteur qui est dans un pays du Sud, c'est un échange Nord-Sud. Donc on garantit un juste prix, puis ce producteur en général vit avec d'autres producteurs, puis là une partie des bénéfices est réinvestie dans la communauté, donc sous forme d'école. Voilà. Et puis les pratiques, c'est ça, les pratiques en agriculture, donc pour le commerce équitable, sont des pratiques qui se rapprochent de l'agriculture biologique sans aller chercher la dénomination agriculture biologique. Donc l'agriculture urbaine et les campus nourriciers. Donc on a un projet d'agriculture urbaine soutenable et écologique, le projet POST, qui a démarré en 2011, donc dès le début où j'étais en poste. Je suis rentré en poste en 2010, puis les étudiants, je pense 2 mois après, ils étaient dans mon bureau avec un projet, puis 2 mois après, on a réussi à aller chercher 15 000 $ de financement, ce qui était inespéré. Donc on a monté un projet, je dis on, mais c'est surtout les étudiants. Un projet d'agriculture urbaine où on voulait apprendre, c'était le tout début de l'agriculture urbaine à Montréal, on en parlait peu, puis faire de l'agriculture à l'Université de Montréal, alors qu'on a une culture de la pelouse qui est incroyable. Donc nous, il fallait arriver là, enlever cette pelouse et puis mettre de la bonne terre, puis planter des légumes. Donc là, ça dépassait, ça jaunissait l'hiver, c'est pas beau, c'est ci, c'est ça. Puis on a encore ce dilemme, mais les jardins sont là. On a 800 mètres carrés de jardin. Puis on fait beaucoup de petites conférences autour de ces projets. Puis on essaie d'amener les rudiments de l'agriculture aux étudiants. Mais là, on se aperçoit avec le temps, plus ça évolue, plus les étudiants se désintéressent des projets sur le campus en agriculture urbaine. Ils viennent juste chercher l'aspect du savoir, l'aspect des conférences, puis ils sont inscrits dans d'autres projets d'agriculture sur Côte-des-Neiges bien souvent. Il y a les projets éphémères du Campus 1000, on verra la slide après. Puis les productions alimentaires, des services alimentaires. On a des services alimentaires assez flyés. Ils ont créé un label qui s'appelle Sur la montagne. Et puis ils ont des jardins de fines herbes, ils font des pestos, ils font toutes sortes de choses qui sont servies aux services alimentaires. Ils ont les projets de miel, on verra la slide d'après. Et ils ont fait de la bière, il y avait un pari fou, on va faire de la bière. Il y a 5200 canettes de bière qui ont été faites à l'automne, qui sont parties en 2 mois. Là, on va faire un nouveau brassin au mois d'avril. Puis on voudrait l'année prochaine, en septembre, faire une bière au bleuet qui serait bleu U2M. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais ça a marché, c'est parti. Puis c'est vraiment une très bonne bière. Elle est en vente, je fais de la pub, elle est en vente seulement au service alimentaire. Donc sur le campus principal, le restaurant Chez Valère. C'est le seul qui a le permis de vente d'alcool. On fait du sirop d'érable. On a une érablière. Donc il y avait un projet de recherche où un professeur voulait essayer de caractériser le sirop d'érable. Et puis on a fait des entailles et ça a fonctionné. On a eu beaucoup de sirop d'érable. Donc c'est vendu au service alimentaire. Il y a des pommetiers qui sont tous en fleurs au printemps. À l'automne, on va chercher les pommes. Et puis on fait de la confiture. Et même eu du ketchup, du pesto. Ça, c'est les fameuses abeilles. Donc c'était là, ça c'est la photo de gauche avec la tour derrière sur Bagnac avait fait un article, donc ça c'est vieux, ça date de 2013. Et donc on a 5 ruches. Les premières, au début, on avait réussi, ça fonctionnait bien. Au bout de 2 ans, on avait 800 pots de miel, on vendait ça $6 le pot. On avait arrivé à rentabiliser le projet, puis on a eu vraiment des problèmes. On parle d'effondrement de colonies, on ne sait pas si c'est lié à ça, mais tous les apiculteurs qui avaient des ruches en ville, tout s'est écroulé. Puis avec l'hiver aussi, donc il y a un redout, les abeilles sortent, ils gèlent, elles meurent. Donc on a perdu toutes nos ruches. À peu près aux 2 ans, on perd les ruches, donc on n'arrive pas à avoir des ruches assez fortes. Donc maintenant, on a des petites productions de seulement 100 ou 200 pots de miel. On est bien loin des 800. Ça, c'est le Campus 1000. Donc ça, c'est un projet fou, le Campus 1000, campus en construction. On va voir les responsables du projet. On leur dit, vous avez des terrains parce qu'on a un grand espace, mais le complexe des sciences qui vient d'ouvrir est tout petit là-dessus. Et donc nous, on voulait récupérer des terrains du chantier pour faire un jardin. Puis on proposait un petit projet. Puis le responsable du projet nous a dit, non, oui, on va faire un jardin, mais j'aimerais un vrai jardin. Puis j'aimerais que vous alliez chercher aussi les communautés environnantes de Parc Extension, puis d'Outremont, puis que vous leur proposiez de venir jardiner chez nous. Donc ça, c'est la photo d'en haut, c'est les jardins en 2016, même 2017 aussi.
On travaillait avec tous les organismes du quartier, puis on a fait des jardins où on venait le mercredi soir pour le fameux 5 à salade, où on invitait la communauté à venir cueillir des légumes. Et puis il y avait des performances artistiques, il y avait des DJ, puis on payait les légumes, on pouvait boire une bière qui n'était pas la bière de l'UDM à l'époque. Ça aurait bien marché si on l'avait eu par contre. Et donc là, les projets continuent. Le complexe des sciences a ouvert et il y avait un questionnement. Est-ce qu'on va perdre ces jardins? Est-ce qu'un jour, on va avoir un pavillon? On n'a pas les moyens de construire un autre pavillon, donc on va encore avoir, je pense, des jardins pendant longtemps. Et puis dessous, donc c'est la fête des récoltes. Et au centre, c'est M. Breton, le recteur de l'université, qui est venu acheter des carottes. Et ça a pris beaucoup de travail pour essayer d'avoir une photo où on pouvait tous être ensemble de façon naturelle. Voilà, donc, et puis ce projet, donc les projets éphémères, on avait gagné le premier prix de la ville au Gala Environnement et Développement Durable en 2016, et justement pour la performance sociale, pour avoir travaillé, pour avoir amené du monde sur notre chantier. Et la dernière slide, donc c'est éducation, expertise et sensibilisation. Vous avez eu un peu un exemple ce soir avec le secteur académique, les cours en nutrition, la recherche en nutrition. Donc le département de nutrition est rattaché à la faculté de médecine. Des conférences aussi qui sont données. Donc là, on a eu ce soir. Des événements qu'on fait aussi pour rendre un peu l'information sur la nutrition accessible. Donc la semaine du campus équitable, on projette des films gratuits, donc des films ou des documentaires en lien avec la nutrition. Puis il y a le mois de la nutrition une fois par an. Voilà, j'ai terminé. Donc, merci. Puis je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait changer dès demain matin? Moi, je suis d'avis qu'il faudrait manger moins. C'est vraiment quelque chose où je trouve qu'on mange énormément, qu'on gaspille beaucoup. Le gaspillage, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai lu quelque chose cette semaine, c'est jusqu'à 50%, parce que souvent dans le gaspillage, on ne compte pas le fait que l'agriculteur, il ne va pas ramasser des fruits ou des légumes parce qu'il sait que ça ne va pas se vendre ou parce que ce n'est pas beau. Donc ça fait partie, si on le compte, on peut arriver jusqu'à 50% de la production qui est gaspillée. Mais c'est surtout manger, c'est les quantités. Quand je sais qu'on a fait une caractérisation à l'université, on voit les restes d'assiettes où les gens jettent. Donc, est-ce qu'on doit diminuer les portions? Est-ce qu'on doit en prendre moins? Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est dès demain matin, dès demain même, diminuer vos rations sans crever de faim, on va dire, mais quand même diminuer vos rations. Voilà, donc c'est terminé. Je vais peut-être inviter mes collègues si vous avez des questions ou par rapport aux séances, aux présentations précédentes. Il y a une période de questions qui est prévue d'une dizaine de minutes. Ah, vas-y. Excusez-moi. Il y a encore un autre petit outil que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez été convaincu par les présentations de nos experts, ce que je souhaite, et par la dégustation que vous avez eue tout à l'heure, il y a un outil qui a été développé par une équipe à l'Université de Montréal qui est disponible en ligne sur un format PDF, donc que vous pouvez consulter, qui est en fait un guide pour pouvoir devenir végétarien. Donc, on va mettre sur notre page Facebook le lien, et ça s'appelle « Viens manger le végétarisme en toute simplicité ». Donc, si ça vous intéresse, consultez nos réseaux pour pouvoir avoir la version PDF de ce document qui sera mis probablement demain en ligne pour vous permettre d'y accéder. Merci à nos experts et je ne ferai pas ensuite de conclusion. Merci d'être venus. Et nous avons tout au long de l'année des conférences similaires, donc restez à l'affût. Merci.